Samedi 14 décembre 2019, la librairie Ombre Blanche accueillait Michel Bousséroux, psychanalyste à Toulouse, membre de l'Internationale des forums du champ lacanien et notamment directeur de la revue de psychanalyse L'Enjeu lacanien, fondée en 2003 avec Didier Castanet. La rencontre portait sur son ouvrage « Tu es cela, symptômes, poèmes et identité » paru aux éditions Nouvelles du champ lacanien. Bonne écoute. Merci à Michel de nous faire la confiance à tous les trois de présenter son dernier livre, paru très récemment aux éditions Nouvelles du champ lacanien. Tu es cela, symptômes, poèmes et identité. Je voudrais saluer la présence parmi nous de Nicolas Benrien, associé des éditions Nouvelles du champ lacanien, très discret comme à son habitude, mais sans qui peut-être les éditions Nouvelles du champ lacanien n'en seraient pas tout à fait là où elles en sont aujourd'hui. Donc merci beaucoup à lui pour sa présence amicale et sa grande efficacité pour tout ce travail. Alors j'ai emprunté à Michel sa formule pour en faire le titre de ces quelques lignes. Tirer le son par l'oreille. J'aimerais avoir l'élégance discrète du nœud de la première de couverture, le nœud de Lacan avec ses 5 dessus-dessous, pour saluer comme il se doit le nouage du titre du livre de Michel. 3 concepts dits sous cette affirmation. Tu es cela. Ce tu et cela vient donc surnommer ensemble le symptôme, ancienne écriture du symptôme, le poème et l'identité. Lacan, ce tu et cela, l'a emprunté à un texte sanskrit majeur du VIe siècle avant Jésus-Christ. Dans les pages 126 et 127 de son livre, Michel éclaire ce que fait Lacan il y a tout juste 70 ans, puisque c'était en 1949, où il proposait de rendre compte du véritable voyage d'une psychanalyse comme celui où se révèle au sujet le dévoilement du chiffre de sa destinée mortelle. Dans le 6e chapitre de la Chandogya Upanishad, interrogé par son fils pour qu'il lui dise ce qu'il est, par 9 fois, Uddalaka Aruni répond par ce même « tu es cela ». Voilà un dire qui dit cela que tu es et que tu ne perçois pas, comme le sel dissous dans l'eau. Voilà la réponse la moins bête. Dire des bêtises, c'est bien l'invitation de la règle fondamentale de la psychanalyse. Par le verbe que Lacan reconnaissait pas si bête, car préférant dans le sens l'orientation à la signification, faire advenir, donc par le dire, faire advenir une lettre soustraite à l'alphabétissement, un bout de réel intraitable, où celui qui aura mené au bout son analyse pourra se reconnaître et dans ce patois engager son dire. Tu es cela, ce patois, écrit Michel. Vous l'entendez, on peut l'écrire en un mot ou en 2. Au départ, Freud conçoit la psychanalyse comme ce qui peut permettre à un sujet de prendre la mesure de ce que le symptôme qui l'embarrasse doit à son rapport au langage. Le symptôme, c'est la trace de la rencontre accidentelle, imprescriptible et inanticipable entre le corps et le langage. Que Freud, cette trace, Freud l'a longtemps voulu entièrement déchiffrable. Or, à côté
de la fonction de métaphore du symptôme, fixant le signifié au signifiant, comme dans toutes les clés de mots qui sont venues remplacer les clés des songes dans les rayons des librairies, que même les meilleures d'entre elles ont bien du mal à contenir. Donc, à côté de cette fonction de métaphore du symptôme, l'expérience analytique va amener Lacan à mettre en évidence la fonction de l'être du symptôme qui fixe la jouissance. Et c'est à porter l'éclair sur l'opacité du nouage de ce morceau qui reste cru, ce pépin, la jouissance, ce nouage de la jouissance avec le langage, c'est à ça qu'ici Michel s'emploie. C'est l'enjeu signifiant cher à Michel et à quelques autres ici, puisque l'enjeu lacanien, c'est le nom de la revue qu'il a créée en 2003 avec Didier Castanet. C'est l'enjeu donc de ce livre que de tracer quelques voies d'accès à ce rien de significantisable, à ce dire qui ne dit rien tout en le disant. Qui mieux que le poème Lacan, ou les poètes pris ici à témoin par Michel, pourrait donner à apercevoir dans les mots ce que les mots ne peuvent dire, leur informuler, soit le noyau du réel de la parole. Me voilà donc si peu pas poétesse pour vous donner le goût de l'expérience de la glissade de la langue dans la bévue. L'une bévue étant la façon dont Lacan traduit l'Umbewusst, l'inconscient de Freud, à partir de 1976. L'Umbewusst, donc là où la langue prend corps, comme le béguait si bien Gerasim Luca, que nous entendrons tout à l'heure. Dans cette glissade, Michel nous y amène, nous y entraîne avec un savoir-faire qui n'escamote rien des difficultés de l'exercice. Le lecteur devra aussi consentir à accueillir ce qui ne se laisse pas lire, ce qui objecte à la liaison, ce qui de l'éclair reste insaisissable, sa description à l'éclair, aussi belle soit-elle, restant impropre à le produire. J'aime à le rappeler, Lacan nous a confié de prendre soin de ce qu'il appelle le pouvoir d'illecture. À 17 ans, Lacan rencontre celui par qui la littérature ne pourra plus être après lui ce qu'elle était avant. Celui qui coupe le rêve de lisibilité de la littérature, je cite Michel. Celui qui se moque du déchiffrage, James Joyce. Joyce n'a pas un symptôme qui fasse sens et qui se prête à l'interprétation. Il est ce symptôme pur, je cite Michel, de ce qu'il a né du rapport du sujet au langage en tant qu'il porte la jouissance à la puissance du langage, sans que rien en soit analysable. Les conséquences de cette thèse pour la psychanalyse sont immenses. Michel Bousséroux, remarquable vigilant du pouvoir des lectures, les reprend et les déploie, éclairant l'expérience pour s'y orienter et nous permettre de nous y orienter. Effet majeur d'enseignement. Je voudrais en donner un exemple de cet effet pour moi-même. Il n'y a pas très longtemps, juste avant de commencer la lecture du livre de Michel, je reçois une fillette de 9 ans et demi qui m'explique ce qui l'effraie et qui est si difficile à représenter. Tout en me parlant assez clairement d'une histoire de fantôme qui est enfermée à vie, pour la vie, dans une maison dans laquelle une fillette va tomber à son tour, elle dessine. Il y a un écart très important entre le récit où se succède un récit structuré, où se succèdent aventure et épisodes, et la représentation qu'elle en fait. Me voilà donc à bégayer
pour essayer de m'expliquer cette indistinction des plans. Le soir venu, je me trouve à lire le premier chapitre du livre de Michel, que Michel consacre au pas si fou, Salvador Dali. Alors, je reviens un petit peu en avant. En 1976, à la suite de son séminaire consacré à Joyce, pour Lacan, être fou, c'est avoir perdu le borroméen, qui noue le réel, le symbolique et l'imaginaire. Là où Joyce, sans le père, mais pas sans le dire, rétablit le nouage, Dali, Salvador Dali, par la peinture, par sa peinture, tente une façon de faire avec la confusion des trois registres à laquelle il est confronté. Dans son invention de la paranoïa critique, il s'agit pour Dali de systématiser la confusion par l'obtention de ce qu'il appelle une image double, voire multiple. Tous ceux qui connaissent les tableaux de Dali voient certainement de quoi il est question. Cette systématisation n'est pas une simple confusion du réel, de l'imaginaire et du symbolique, mais en systématisant cette confusion, elle fait système, ensemble structuré qui produit un effet d'énigme. Bienvenue. À partir de 4 tableaux, 3 autour de Guillaume Tell et un autre intitulé L'énigme d'Hitler, Michel Bousséroux montre comment Dali parvient à porter le non-sens à la puissance de l'énigme et, ce faisant, restaurer un nouage du réel, de l'imaginaire et du symbolique hospitalier. Se faire énigme, énigme de l'énigme, par surexposition d'images multiples, une forme en dissimulant une autre, sans fin. Dali explique comment ce mécanisme paranoïaque des images à figuration multiple conduit à l'impossibilité poétique de tout ordre de comparaison. Donc, bien sûr, il ne s'agit pas pour moi de comparer cette fillette avec Salvador Dali, mais bien de repérer, et c'est ce que m'a permis la lecture de ce chapitre que tu consacres à Salvador Dali, mais bien de repérer sa tentative de trouver une façon de nouer le récit, le hors-champ du récit et l'image. Je voudrais, pour terminer ma petite intervention et avant de passer la parole à Didier Castanet, offrir à Michel et à nous tous un petit extrait vidéo où Gerasim Luca dit un de ses poèmes qui s'intitule « Ma déraison d'être ». Le désespoir a 3 paires de jambes. Le désespoir a 4 paires de jambes. 4 paires de jambes aériennes, volcaniques, absorbantes, symétriques. Il a 5 paires de jambes, 5 paires symétriques, ou 6 paires de jambes aériennes, volcaniques, 7 paires de jambes volcaniques. Le désespoir a 7 et 8 paires de jambes volcaniques. 8 paires de jambes, 8 paires de chaussettes, 8 fourchettes aériennes absorbées par les jambes. Il a 9 fourchettes symétriques à ces 9 paires de jambes. 10 paires de jambes absorbées par ses jambes, c'est-à-dire 11 paires de jambes absorbantes, volcaniques. Le désespoir a 12 paires de jambes, 12 paires de jambes. Il a 13 paires de jambes. Le désespoir a 14 paires de jambes aériennes, volcaniques. 15 paires de jambes. Le désespoir a 16 paires de jambes, 16 paires de jambes. Le désespoir a 17 paires de jambes absorbées par les jambes, 18 paires de jambes et 18 paires de chaussettes. Il a 18 paires de chaussettes dans les fourchettes de ses jambes, c'est-à-dire 19 paires de jambes.
Le désespoir a 20 paires de jambes. Le désespoir a 30 paires de jambes. Le désespoir n'a pas de paire de jambes, mais absolument pas de paire de jambes. Absolument pas de jambes, mais absolument pas de jambes. Absolument 3 jambes. Bien que ça ne soit pas dans mes habitudes, je voudrais commencer par une note personnelle et je ne pense pas que ce soit déplacé. Un de nos amis, dont je voudrais saluer ce soir la mémoire, André Valls, me disait un soir de cartel auquel vous participiez, « Tu sais, Michel, c'est un chercheur. » André disait juste, et c'est ce que je me suis dit en lisant pour la première fois votre livre, ce livre. Et pas n'importe quel chercheur. Même si la première approche de votre livre est quelque peu difficile et peut donc générer quelques résistances, en choisissant de s'y mettre et en acceptant de se confronter à nos propres difficultés, la lecture devient agréable et bien sûr très profitable. N'est-ce pas ça aussi qu'on peut espérer de la psychanalyse? Travailler avec plaisir. En tout cas, je le pense. Il y a du nouveau avec Tu es cela. Du nouveau qui se déduit de votre cheminement depuis Au risque de la topologie et de la poésie, Lacan le borroméen, Penser la psychanalyse avec Lacan et la raison depuis Lacan. Pour ma part, j'ai retenu que l'axe de votre ouvrage, sa colonne vertébrale, c'était la fin de l'analyse par l'identification aux symptômes, ou plutôt, comme vous le dites dans votre livre, identification aux symptômes qui fait le nœud lorsque cette identification se produit. Mais cela est devenu presque du classique. En tout cas, fait partie de la doxa. Le nouveau, c'est ce que vous allez chercher du côté de l'inconscient poème, avec la langue, et ce que Lacan développe dans le séminaire 24, l'insuccès, pour élaborer cette fin, comme vous dites, par identification au plus réel de l'inconscient du psychanalysant. Je dis nouveau, et ce sera le support de ma première question. Question qui est à cheval sur des questions de doctrine et des implications pratiques. Il s'agit de la pratique et des nœuds. Tout le travail de Lacan depuis 1953, c'est-à-dire depuis sa conférence sur CIR, à 1975, le séminaire RSI, répond aux 5 critères définis par Thomas Kuhn comme indice d'un changement de paradigme. Thomas Kuhn, dans la structure des révolutions scientifiques, soutient que le concept demeure, mais que son contenu diffère et que la pratique aussi diffère. Et ce contenu, celui de l'inconscient réel, l'inconscient poème, oriente différemment la pratique vers la fin de l'analyse. Thomas Kuhn précise entre autres que le changement de paradigme modifie l'imagination scientifique elle-même. Je pense là à l'introduction de la topologie. Comment alors peut-on considérer, à la suite de Lacan, et avec vous, le nœud borroméen comme un frayage du chemin de la psychanalyse? Qu'est-ce que le nœud borroméen a changé dans la pratique et dans la conduite de la cure? Pour entrer dans votre ouvrage, je retiendrai 3 portes que je vais tenter d'ouvrir. Bien sûr, ce ne sont pas les seules. Ce sont celles, en tout cas, que j'ai choisies pour ce soir. Ces 3 portes sont la langue, l'identification aux symptômes et l'interprétation. À mon avis, 3 pivots de votre livre. La langue,
c'est la raison de votre ouvrage. Raison dans son sens mathématique. Vous dites dans l'introduction de votre livre, la langue qui n'est ni la langue du dictionnaire, ni non plus la langue du poète, mais où prend source le dire du dit poème. Lacan opère avec la langue comme Freud avec le rêve. La moindre des connexions, la plus hasardeuse équivoque d'une langue est traitée comme un savoir. Lacan donne à ce savoir l'empan de la langue entière. C'est là, selon lui, l'espace de ce savoir que Freud restreint au rêve. En se référant au séminaire 24, qui est dans votre livre un vecteur, on remarque que Lacan traite les langues un peu comme si elles étaient des rêves de la langue. La langue, trésor des équivoques, est une matière ou une motière fluide qui, de temps en temps, se coagule en une écriture conforme à une langue. Elle témoigne du rêve, de la langue, de ferrer le réel. Lacan fait ici un jeu de mots. Parlant du prétendu noyau traumatique des névroses qu'il récuse, il dit « Il n'y a que l'apprentissage que le sujet a subi d'une langue, entre autres, qui est pour lui la langue, dans l'espoir de ferrer, elle, la langue, ce qui équivoque avec faire réel. » La langue espère ferrer le réel. En réalité, aucune langue ne le ferre. D'où l'idée de l'aborder par l'antre de langue. Les langues sont insuffisantes. Lacan dit qu'elles sont ratées, que ce sont toutes des bouffonneries de langue. Le réel serait leur réussite. Il dit que le réel est du côté du réveil, sans préciser de quel réveil il s'agit. Le réveil, dit-il, c'est le réel sous son aspect de l'impossible. Il dit cela après avoir soutenu que tout discours a un effet de suggestion et qu'il est hypnotique. La langue dort dans son sens. Comment la réveiller au réel ? C'est la question qu'il se pose. Le symptôme est en réveil. Le symptôme est réel. C'est même la seule chose vraiment réelle. Et il ajoute, c'est-à-dire qui conserve un sens dans le réel. Voilà qui est bien mystérieux, étant donné qu'il dit par ailleurs que le réel exclut le sens. L'interprétation psychanalytique est la seule réponse adéquate aux symptômes. Vous êtes très clair et explicite sur ce point. La définition lacanienne de l'interprétation comme jeu sur l'équivoque signifiante est l'aboutissement logique de toutes les articulations entre le symbolique ou la langue, l'inconscient, la jouissance et le symptôme. Il faut aller voir dans les pages 84 et 85, là, sur ce point de votre livre. Ce que vous soulignez, à la page 89, c'est que la nouvelle conception du symptôme modifie radicalement la conception de l'interprétation. Cette nouvelle conception du symptôme, c'est le passage de la 3e au séminaire RSI. Cette définition s'appuie sur la distinction entre sens et effet de sens, plus précisément entre donner un sens et produire un effet de sens. Donner un sens est pour Lacan le propre du religieux. Dans notre champ, ce donner un sens revient à plaquer sur les symptômes un sens préétabli, de nature sexuelle, sans tenir compte de la lecture du matériel signifiant. Cette reconnaissance de l'interprétation comme effet de sens conduit à la question de la portée d'une interprétation par rapport aux 3 catégories, telles qu'elles écrit le nœud borroméen. L'effet de sens a de toute évidence à faire avec le symbolique et l'imaginaire. Il use du signifiant et n'est pas sans réflexion imaginaire en produisant des significations, d'où sa situation sur la figure du nœud borroméen au joint du symbolique et de l'imaginaire, alors qu'apparemment, il n'a qu'un rapport d'existence au cercle du réel. Alors, ma question sur l'interprétation, ma question que je vous adresse. En vous suivant, le nœud borroméen écrit en quoi
la psychanalyse opère. Comme pratique fondée sur la parole et le langage, elle produit des effets au niveau du réel, c'est-à-dire de ce qui se présente comme tel dans son champ, à savoir le symptôme. Toujours un mot suivant, dans vos développements sur l'interprétation, à partir de l'écriture d'une Borroméen, on peut saisir comment une interprétation, c'est-à-dire une opération sur et à l'aide du dire, peut avoir un effet sur ce réel. Alors, dans notre pratique, que veut dire nouer ou faire nœud? À propos du faire nœud, du dire interprétatif de l'analyste, que peut-on dire de sa portée dans les trois dimensions? L'homogénéité des trois catégories permet de soutenir que l'effet de sens ne se limite pas au symbolique et à l'imaginaire, mais concerne aussi le réel. Lacan ne se contente pas de dire que l'effet de sens doit concerner le réel au même titre que le symbolique et l'imaginaire. Il va plus loin et accentue l'exigence de l'effet de sens par rapport au réel. L'effet de sens n'est pas imaginaire, pas non plus symbolique, mais il faut qu'il soit réel. Ce qui se matérialise dans le fait que sur la figure du Borroméen, le réel doit surmonter, c'est-à-dire passer dessus le symbolique en deux endroits. En découle la question suivante: quel peut être le réel d'un effet de sens, ou à quoi tient l'effet de sens dans le réel? Autrement dit, comment concevoir que le symbolique, soit l'usage des mots, opère dans le réel, alors que le symbolique et le réel ne sont pas directement liés l'un à l'autre. Mais suppose un troisième, l'imaginaire, pour réaliser ce nouage. Comment alors envisager dès lors ce nouage pour qu'il puisse serrer l'effet de sens de la bonne façon? Lacan avance à ce propos que l'effet de sens dans le réel ne tient pas à l'emploi des mots, c'est-à-dire aux mots dans leur sens ou le sens qui leur est conféré. Si l'effet de sens dans son réel ne tient pas à l'usage des mots dans leur sens, il a par contre un lien des plus étroits avec les sonorités. L'accent est donc à présent mis sur le sonore. Le dire interprétatif fait acte de nouage de la bonne façon s'il tient rigoureusement compte du sonore, ce qui correspond du côté de l'analyste à se tenir à la corde du réel. Et cela nous conduit à dire que ce qui caractérise la langue, c'est d'être la source des équivoques. Mais alors, comment entendre le terme équivoque? Sur l'identification aux symptômes et la solution poématique. Pour moi, c'est la question du style et de l'objet. Vous revenez sur la thèse de Lacan au début de son séminaire, L'insuccès de l'une bévue, à la page 118 de votre livre. Connaître son symptôme veut dire faire avec. C'est ce que Lacan nous dit dans le séminaire sur Joyce. C'est la fin d'une analyse. Il remarque qu'une telle fin, c'est court et ça ne va pas loin. Pour autant, y arriver nécessite un chemin parfois très long qui suppose la chute du sujet supposé savoir. S'identifier à son symptôme, mais en prenant ses garanties d'une espèce de distance, dit-il, toujours dans le séminaire sur le symptôme. Ça suppose justement l'assomption de la distance existant entre l'idéal du moi et le petit a, avec laquelle il avait conclu son séminaire consacré des années auparavant aux 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse. Il va s'agir qu'au terme de parcours advienne quelque chose d'irréductible, comme une formule concise, une formule ramassée qui approche au plus près de ce qui constitue l'autre, soit une batterie de traits différentiels. Le vers, nous dit Mallarmé, qui de plusieurs vocables refait un mot total, neuf,
étranger à la langue et comme incantatoire. En ce sens, le vers tendrait vers le peu de sens nécessaire à faire la langue commune. C'est-à-dire que pour un sujet donné, il aurait été forcé la métaphore dans son plus grand écart au bord de la langue. Car le poème ne vise pas à la saisie d'un objet, mais plutôt à rendre compte, comme dit Francis Ponge, de la lacune des mots, soit la vérité au cœur du savoir, c'est-à-dire le non-savoir sur la jouissance. Au fond, le poème veut dire rien, et c'est pour cela que s'il a des effets de sens, il a aussi des effets de trou, nous dit Lacan. Ce serait donc par les poèmes menés à terme, pour un sujet donné, que pourrait s'appréhender le plus singulier d'un style, dans ses bribes signifiantes, sonores, organisées rythmiquement par le tissage poétique qui borderait le trou, enfin à découvert. Reste de ce qui a été pour un sujet l'inscription inaugurale dans le langage et reste de l'opération de la symbolisation que fut l'écriture de ce poème-là. Ça serait peut-être comme ça qu'on pourrait comprendre la formule de Lacan, le style, c'est l'objet. Mais que serait donc alors, après la lecture de votre livre, c'est la question que je me pose, que serait donc, au-delà de la singularité, un style qui serait fondé sur le mot d'esprit, sur l'équivoque? Bon, Michel, ton livre m'aura beaucoup appris, ce qui n'est pas très original de dire. Mais surtout, il m'a fait préciser des questions en cours. Cet effet de lecture tient à ton style, justement. On ne s'y glisse pas par identification, pas plus que dans un théorème ou dans un poème. Ce que tu écris se déroule entre des paysages, des rochers solaires et creusés du Cap Créus, la terre de Dali, jusqu'aux eaux troubles de la Seine, où se sont jetés Ceylan et Lucca. Je dis ça sans vraiment pouvoir l'interpréter. Peut-être suis-je sensible par là à des tonalités épocales du dire de Lacan, mais j'en suis pas sûr. Bien sûr, je ne vais pas reprendre tout ce que tu avances. Ça prendrait trop de temps et puis je n'en suis tout simplement pas capable. Il faut te suivre là où ça passe, comme on dit en montagne. Un mélange de lecture, de désir et de disposition personnelle. Donc des questions en partie venant de mon frère, qui t'a lu attentivement et avec qui j'échange tous les jours autour du dernier Lacan et de Deleuze. En commençant donc ces questions avec la topologie, sa situation et ses usages. Parce que quelque chose reste énigmatique, je trouve, c'est ce virage qu'opère Lacan de la logique mathématique à la topologie après le séminaire encore. Certes, je suppose qu'il n'était pas complètement satisfait de l'écriture des formules d'asexuation et du non-rapport sexuel pour rendre compte de la jouissance et de ses ratages. Ainsi du patou qui échappe à l'universel du sens au prix d'un mysticisme cantorien. Dommage d'ailleurs pour Cantor qui n'ait pas pu ou su devenir le mystique du retrait de son Dieu. Ça l'aurait aidé. C'est que cette jouissance indicible du patou, cette autre jouissance dite féminine, en excès sur le sens, n'est en rien la jouissance de l'autre, celle du corps vivant organique, strictement hors langage, hors symbolique, comme tu le rappelles dans ton livre. Mais toi, que pourrais-tu dire de ce passage décidé de Lacan à la topologie sur la fin? Je te pose cette question parce que tu en as une pratique évidente, ce qui est plutôt rare. Ensuite, Lacan a déclaré que la topologie était son symptôme et aussi
que les nœuds se manipulaient dans le noir. On passe ainsi d'une fonction optique à une fonction haptique poussée à l'extrême. L'haptique, c'est un toucher du regard, le dehors manuel du visuel, une sortie du système euclidien et de la bivalence intérieure-extérieure. C'est aussi une option dans l'art, depuis la figuration plane égyptienne, le pli baroque, la matière chez Cézanne, jusqu'au fait pictural chez Bacon. C'est un événement, cela, un événement de corps, un symptôme. Alors, qu'est-ce qu'à ton avis, Lacan expérimente dans cet usage particulier des brins au-delà du scopique? Et puis par ailleurs, quel étrange contraste que celui d'une manipulation silencieuse des nœuds et le résonne de la langue, ce côté sonore, phonique, attribué au jouir inconscient. Ensuite, je retiens ton attachement très fort à la poématique de Lacan. Il y aurait un passage, me semble-t-il, entre l'idée de lapsus de nœud et celle de bégaiement de langage. Ce serait, ce passage, ce lien, la notion d'un ratage fondateur de l'homme, en tout cas du par-l'être. Il semble que ce que Lacan soutient à partir de Joyce, avec la notion de symptôme, de quatrième rond, c'est qu'un ratage puisse participer d'une fonction singulière de nomination. Je dis participer, je ne parle pas de suppléance. Ce serait sans doute d'ailleurs à démontrer, en précisant le mode du temps événementiel dans lequel on se situe là. Alors c'est ici qu'apparaît le poème, à côté de la topologie. En quelque sorte, le poème réaliserait au mieux le dire-nommant d'un ratage, qui soit transcendantal, structurel ou effet de réel. C'est ce qui amène Lacan à en faire un paradigme de l'interprétation. En somme, le poème serait la bonne manière de jouir de l'inconscient. Donc, vient ici l'expérience aboutie du poème. Alors que pour sa part, j'ai presque envie de dire à contrario, la langue, dans son devenir multiple, c'est ce que l'insuc sait de l'une bévue, la langue dans son devenir multiple ferait plus largement signe d'une boiterie du sens. Ainsi, la langue semble garder dans un effet de bégaiement, je souligne ce terme d'effet, quelque chose du phénomène d'inconscient freudien. Comme si l'esp d'un laps, dans son trébuchement temporel, dans sa motilité, dirait Artaud, faisait résonner d'anciennes lettres, celles des ailes de l'espé, la guêpe de l'homme au loup. Pour le dire au plus court, le bégaiement ratage, induit dans nos discours par l'instance de la langue, constituerait un phénomène d'inconscient réel lacanien, là où rêve, lapsus et symptômes sont phénomènes de l'inconscient freudien. Ce que je disais d'un phénomène induit, d'un effet de ratage, m'amène alors à faire l'hypothèse que le concept de la langue, lui-même, à travers ses multiples indécis, ses uns de jouissance, serait plutôt de l'ordre d'une immanence ou d'un bord d'immanence, et non d'une négativité ou d'un ratage en soi. C'est-à-dire que je sépare en quelque sorte la langue de ses effets de bégaiement. Ça aurait alors des conséquences immenses sur la notion de désir et ses agencements. Je ne sais pas si tu trouvais cette option.
Au passage, je suis heureusement surpris que tu invites Gilles Deleuze à notre table. Car il est devenu pour moi, en partie pour ce que je viens de dire, une référence indispensable pour penser le dernier Lacan et la psychanalyse. Il serait d'ailleurs fort intéressant de revenir sur les façons de bégayer de Lacan et de Deleuze, qui ne sont pas les mêmes. Mais il faudrait pour cela reprendre précisément leur développement respectif. L'un, Lacan, à partir d'une négativité constitutive du par-l'être. L'autre, Deleuze, à partir de l'expérimentation de flux de désir avec ses agencements, ses cassures et fêlures de lignes de fuite. Mais bon, restons au bégaiement lié au concept de la langue, celui dont tu parles. Penses-tu que ce dernier, je parle du concept de la langue, aura lui-même bégayé ou évolué au cours des derniers séminaires topologiques de Lacan? Ceci dans des temps où la notion de symptôme elle-même, a plusieurs fois changé. Tu le soulignes précisément dans ton ouvrage. J'introduirai enfin, pour terminer, pour parler de poésie et de poème plutôt, ce propos de Blanchot, après la mort de Celan, que Jacques Derrida reprend dans Parage. Je cite Blanchot. « Nous n'avons pas su préserver Paul Celan du naufrage. Ainsi, là où Celan avait renvoyé le dire de Blanchot à Mallarmé, Blanchot l'y ramène, puisque le naufrage évoqué ici est évidemment celui du coup de dé. C'est dire que le naufrage mallarméen, dans son silence et sa nullibiété, est une figure transcendantale de la pulsion de mort. Certes, quelque chose du pur vivant est ramené par Lacan à travers le concept de la langue. Mais quid de la pulsion de mort? Quid de la pulsion de mort qui, me semble-t-il, hante la poésie de Celan et de Luca malgré leur ligne de fuite poétique? Le ratage, le bégaiement, est-il chez eux une résistance de vie ou une résistance de mort? En serait-on malgré tout, et ce serait désespérant, réduit à la bivalence freudienne, pulsion de vie, pulsion de mort? Il y a quelque chose qui me frappe d'ailleurs, je l'ai souvent dit. Comment se fait-il que beaucoup des poètes et écrivains qui nous retiennent ont côtoyé ou se sont donné la mort? De quelle étrange mélancolie nommons-nous le vivant? Ceci pour venir peut-être à ce que je disais des paysages. Je vous remercie tous les trois pour cette présentation triplice de ce livre, de ce travail, de cette écriture que je reçois avec beaucoup de sensibilité. Ça me touche et je viens de parler du haptique. On y est bien dedans. Il est question de ce qui touche dans la question que j'aborde du poème et de la fin de l'analyse. Alors, bien sûr, vous n'avez pas manqué de me poser des questions. Même toi, qui n'en pose pas, m'en pose parce que tu as dit.
Donc les questions ne manquent pas et bien entendu, la question c'est d'y répondre. Comment vais-je y répondre? Comment vais-je vous répondre? C'est pas la seule question, puisque la question aussi c'est pour moi de dialoguer avec vous, d'espérer un bout de dialogue, un bout d'échange avec vous ici, hein, dont j'attends aussi un écho, une relance, une balle lancée dans le trou. Donc, par où commencer? Par où vais-je commencer? Je sais où je veux en venir, à peu près. Enfin, pas par où je veux finir, mais par où je veux en venir. Je veux en venir à vous dire un poème de Gerasim Luca, enfin à vous dire, à essayer de vous dire, pas de vous lire, de vous dire, parce que c'est pas la même chose de lire et de dire. Et même, c'est même pas la question de dire. C'est la question de... Vous allez voir. Ça touche au corps. Donc, je vais essayer de vous dire un poème qui s'appelle « Passionnément », qui est sur YouTube, dit par l'auteur lui-même, poème qui est vraiment le poème du bégaiement, du faire bégayer la langue, sa propre langue, comme le dit si bien Gilles Deleuze, comme l'a si bien compris Gilles Deleuze. Gilles Deleuze, auquel je rends hommage ici, tu l'as évoqué, il me tient à cœur de parler de Gilles Deleuze, du rapport qu'il a eu et qu'il a avec Lacan et la psychanalyse, de rendre hommage à ce grand philosophe qui, comme Celan, comme Gerasim Luca, a mis un terme à sa vie de façon au niveau d'un acte réussi, je veux dire, qui s'est jeté par la fenêtre un mauvais jour de novembre, je crois, 1995, parce qu'il manquait d'air. Donc je veux saluer sa mémoire, comme je veux à nouveau saluer la mémoire d'André Valls, que Didier, vous avez évoqué tout à l'heure, et ça me touche aussi, Didier, car vous le savez, Didier, André Valls était quelqu'un qui comptait pour nous dans notre communauté toulousaine, dans la communauté lacanienne, qui compte toujours pour moi, non seulement parce que c'était mon ami, un ami extrêmement proche, que j'ai de la douleur à avoir perdu, et qui était un grand psychanalyste, qui a marqué la psychanalyse dans notre communauté, en particulier à Toulouse. Donc, par où vais-je commencer? J'ai déjà commencé, vous le voyez, mais évidemment, il y a la question de répondre à des questions. Répondre à la question, ça, évidemment, ça nous entraîne dans le discours du maître. Parce que le discours du maître est le discours qui demande qu'on réponde à la question. Bien sûr, ça fait penser à l'Inquisition. Répondez à la question. Mais aussi, ça fait penser évidemment au jury. Jury de thèse. Nous ne sommes pas ici devant un jury, je l'espère,
en tout cas, je n'ai pas à répondre à un jury de thèse, mais j'ai à répondre à des questions. La psychanalyse n'est pas le lieu où on répond à des questions. L'expérience de la psychanalyse, l'expérience analysante n'est pas une expérience où on répond à la question. C'est une expérience où on questionne ce qui n'a pas de réponse, ce qui est sans réponse, ce qui est sans répondant, et dont le psychanalyste supporte le semblant par son silence. Donc, vous voyez que nous sommes à des lieux de l'expérience de la psychanalyse lorsque nous voulons répondre aux questions. Mais je vais quand même y répondre, essayer d'y répondre. Permettez-moi d'évoquer une anecdote pour débuter. Je pensais en écoutant à une anecdote, à un événement qui, pour moi, me reste en mémoire. Ça me renvoie au 29 juin 1977. Vous voyez que ça ne me rajeunit pas. C'est le jour où j'ai passé ma thèse de médecine. J'étais dans le CES de psychiatrie en 3e année, donc c'était une thèse de psychiatrie sur la paranoïa que j'avais à soutenir devant un jury, donc, dans la prestigieuse salle des thèses de l'ancienne fac de médecine qui est sur les allées Jules Guest, à côté du Jardin des Plantes. Ce jour-là, moment intense, bien sûr, je présentais donc cette thèse devant un jury dont le président était le professeur Louis Guéral, qui a été mon maître en psychiatrie au CES et à qui je dois de m'avoir appris la clinique psychiatrique et de m'avoir formé à la présentation de malades, avant que je ne connaisse celle de Lacan. Donc je lui dois cela, de m'avoir vraiment donné le goût de la clinique. Eh bien, ce jour-là, à la fin de la thèse, le professeur Guéral me pose une question, une autre question, et il me dit « Mon cher, vous avez dit dans votre thèse que la clinique, c'est l'impossible à supporter. Pourriez-vous nous expliquer cela? Pourriez-vous nous en rendre raison? Car j'ai du mal à vous comprendre. » Un peu interloqué, je ne sais pas ce qui m'a pris, je lui dis, devant tout le jury, donc c'est quand même assez solennel, je lui dis, je ne répondrai pas à votre question. Silence glacial, qui a duré pour moi une éternité, une poignée de secondes en réalité, après laquelle je me suis ressaisi et je lui ai dit, Monsieur le Président,
avec tout l'honneur que je vous dois, ce n'est pas la question. Ce que j'ai écrit, ce n'est pas la question. Permettez-moi de vous dire, ce qui ne vous a pas échappé, que j'ai placé une virgule après impossible. Et donc, que ce n'est pas du tout la question de savoir si il s'agit de l'impossible à supporter, Monsieur le Président, mais de l'impossible qui est à supporter. Ce qui est tout autre chose. Voyez-vous, parce que pour moi, la clinique psychiatrique, c'est la folie en tant qu'elle est impossible à supporter. Et sur ce, il m'a dit, je m'en souviens encore, mon cher, vous me satisfaisez beaucoup. Et donc, c'était quand même assez insolent ce que j'avais dit, mais il ne m'en a pas tenu rigueur, et d'ailleurs, il m'a proposé, après cette thèse, pour que je sois lauréat de l'université. Donc cette anecdote m'est venue parce que justement c'est celle de la question et de la réponse. Et de quelle réponse on fait à la question. Alors, venons-en aux questions, à vos questions qui ne manquent pas. Dans ce livre, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais revenir pour vous dire ce qui m'importe le plus, ce qui me tracasse le plus. Mais je vais quand même parler de vos questions. Je ne vais pas répondre en vrac à toutes les questions, mais à une ou deux ou trois ou quatre questions à la lecture de ce qui m'a été confié, que j'ai pu lire ce matin, à vous qui me l'avez envoyé. Bien sûr, il y a beaucoup de choses dans votre exposé qui me paraissent extrêmement importantes à soulever et à reprendre, mais pour en rester à quelques-unes de vos questions fondamentales. La première, c'était celle qui concernait vraiment la question du paradigme. Y a-t-il un changement de paradigme ? Tu as déjà posé cette question lors de notre séminaire. Est-ce que Lacan, lorsqu'il reprend la question de la langue, la question de l'une-bévue, lorsqu'il se ressaisit de cette question de l'inconscient, non plus comme inconscient du langage, structuré comme un langage, mais de l'inconscient, la langue, est-ce qu'il y a un changement de paradigme ? Certes, on peut l'avancer sans trop se risquer en entendant par paradigme ce que dit, bien entendu, Kuhn dans sa conception épistémologique des révolutions scientifiques. Mais quand même, ce que je me disais, c'est que la psychanalyse n'est pas une science. Il ne faut pas oublier que la psychanalyse n'est pas une discipline scientifique. En tout cas, elle ne l'est pas en tant qu'elle n'est pas réfutable selon la doctrine avancée par Popper. Mais qu'est-ce que la psychanalyse ? Quand Lacan dit qu'elle n'est, bien qu'il aspire au mathème, bien entendu, Lacan, plus qu'aucun psychanalyste, c'est-à-dire à une certaine formalisation rigoriste de la psychanalyse par le mathème, par la logique donc. Mais il n'empêche que, et la pente du poème
et de l'accent mis par Lacan sur le poème va de ce côté-là, la psychanalyse n'est pas une science. Qu'est-ce que la psychanalyse? Est-ce un art? Un artifice? Pourquoi pas? Oui, c'est un art. En tout cas, c'est l'art d'un discours sans parole. Parce qu'un discours sans parole, ça relève pas de la science. Ça relève d'un certain art de se taire. D'abord, art de faire silence. Un silence qui ne soit pas n'importe lequel. En tout cas, il ne s'agit pas de modèle. Voyez-vous, dans le fait de changer de paradigme, il est question de modèle. Avec Lacan, on n'est plus dans la question de changement de modèle. Le neuroméen n'est pas un modèle, n'est pas saisi par Lacan en tant que modèle, nouveau modèle, autre modèle de penser la psychanalyse. Donc, de ce point de vue, je répondrai que, comme je disais tout à l'heure, la question n'est pas là. Ce n'est pas la question. On peut dire que la question, c'est celle que vous avez reprise tous et que vous prenez, Didier, qui est celle de ce qui dissonne plutôt que consonne. C'est-à-dire dans la raison analytique, la raison au sens poétique de Francis Ponge, il y a quelque chose dans ce qui se dit qui résonne. Mais, bien sûr que ça peut consonner, et que l'équivoque, ça fait consonance. Mais autre chose est ce qui dissonne. Ce qui dissonne, ce qui fait couac, ce qui fait vraiment entendre un mauvais son. Ça sonne fou. Il y a quelque chose qui sonne faux. Et c'est là que la question se pose d'un effet de réel. Alors, bien entendu, il y a le fameux tableau qui est à la fin du livre. D'ailleurs, ils sont très bien reproduits, ces tableaux en couleur. Je trouve que c'est une réussite au niveau photographique. Il y a le fameux tableau du peintre de l'Art Nouveau, Franz von Stuck, peintre munichois, qui est un tableau assez savoureux, qui s'appelle Dissonance, et qui dit bien de quoi il s'agit. C'est-à-dire que là, on voit quoi? On voit des satyres de la mythologie, des faunes, comme on les appelle, les faunes, F-A-U-N-E. Et bien sûr, il est question de faunesque et de faunétique dans tout ça. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un vieux satyre là, qui se bouche les oreilles et qui fait une grimace terrible parce qu'il n'en peut plus d'entendre son fils, son petit garçon, qui s'efforce de bien jouer du syrinx, de flûter avec ses petites cornes sur le front, mais qui, malheureusement, fait des couacs, dissonne. Eh bien, c'est ça qui se passe au niveau de la langue. Il y a de la dissonance, il y a des couacs, il y a des choses qui s'entendent vraiment, mais qui font mal aux oreilles. Qu'est-ce qui fait mal aux oreilles? C'est ça, c'est le réel. Il y a du réel qui fait mal aux oreilles. Enfin, ce sont des réponses partielles, bien entendu. Pour la question que vous me posez, Didier, dans notre pratique, que veut dire nouer ou faire nœud? Grosse question, bien sûr. Pour répondre très brièvement, il faut bien considérer que dans la psychanalyse,
Dans l'expérience de l'analyse, on ne fait pas des nœuds. Les nœuds, ils sont faits. Ils se défont, certes, mais le nœud dont il est question, c'est celui comme quand on dit « je me fais des nœuds ». On n'arrête pas de se faire des nœuds. Surtout quand on parle, bien sûr quand on pense. Ça, on s'en fait des nœuds. Mais alors quand on parle, alors là, on s'en fait encore plus des nœuds. On ne s'en rend pas compte toujours. Mais on se fait des nœuds qui sont bien entendu dans une psychanalyse à essayer de démêler. Une psychanalyse, c'est quand même destiné à permettre qu'on arrive un peu à démêler la pelote, démêler le sac de nœuds, qui est le symptôme. Le symptôme, c'est un sac de nœuds. Mais il ne s'agit pas de défaire le nœud, il s'agit de le démêler. Réponse provisoire, Didier. Ensuite, autre question qui est celle de l'effet de réel, Didier. L'effet de réel par rapport à la question du sens. Qu'est-ce que veut dire le fait que le symbolique, c'est-à-dire l'usage des mots, tout simplement, le fait de parler, de bafouiller, ait des effets dans le réel? Comment se peut-il que simplement la parolote ait des effets dans le réel? On peut répondre que c'est ce que démontre le symptôme. Le symptôme, comme événement de corps, a des effets dans le réel. C'est le symbolique qui a des effets dans le réel de notre jouissance. Donc, première tentative de réponse. Ensuite, la question de l'équivoque. On va la reposer, bien entendu, comment entendre ce terme d'équivoque, qui est un des concepts majeurs de Lacan et de la psychanalyse. C'est-à-dire que quand on parle, on est baigné dans l'équivoque. L'interprétation est quand même ce qui permet de faire percevoir, sous-entendre qu'il y a quelque équivoque dans ce qu'on dit. Alors, on ne sait pas ce qu'on dit. C'est ça le principe. L'axiome de départ de la psychanalyse, c'est que vous parlez, mais vous ne savez pas ce que vous dites. Vous ne le savez pas parce que c'est de ça qu'il s'agit dans l'inconscient. Alors, bien sûr, on ne veut pas savoir. Il y a un « je ne veux pas savoir ». Je n'en veux rien savoir. Je ne veux pas savoir ce que je dis. Je ne veux pas savoir que dans ce que je dis, il y a autre chose que ce que je veux dire. C'est ça, toute la question de l'équivoque est là. Faire saisir qu'il y a autre chose que ce que je voulais dire. Et la virgule dont je parlais tout à l'heure est justement ce qui peut justement permettre de voir que c'est d'autre chose que ce que je voulais dire qu'il s'agit. Ensuite, le style. Grosse question d'idée aussi que vous me posez. Le style. Alors, bien sûr, Gilles Deleuze dit le style, c'est une façon de définir le style. Pour lui, c'est arriver à bégayer dans sa propre langue. Arriver à bégayer dans sa propre langue. C'est une sacrée performance dont Gerasimov Luca est vraiment la démonstration. Bon, la question de l'équivoque, et vous dites très bien, Didier, que c'est en reprenant une phrase de Lacan sur la question du mot d'esprit, du mot d'esprit, et quand Lacan dit que la psychanalyse n'a rien à voir avec le beau. Quand on parle, c'est pas pour dire des belles choses,
C'est pas de l'ordre du beau, ni du laid d'ailleurs. Hein. C'est la question de ce qui se glisse d'un mot qui n'a pas de valeur, qui est sans valeur économique et qui, justement, a un certain rapport au réel. Donc, le problème que traite Lacan de l'interprétation, il le prend à partir de là. C'est-à-dire que l'interprétation réussit quand elle fait mouche, quand elle touche quelque chose d'essentiel, d'important. Elle le touche pour autant qu'elle a un certain rapport avec le mot d'esprit. Un rapport avec le Witz, le trait d'esprit. Donc l'une bévue, si vous voulez, ce que Lacan appelle l'une bévue. Quelque chose d'un lapsus, donc, calculé. Parce que Lacan le définit comme ça, un mot d'esprit, une blague, une histoire juive, c'est un lapsus calculé. Calculé alors que l'inconscient ne calcule pas. Donc, c'est une façon de gagner sur l'inconscient, de gagner la main sur l'inconscient, dit Lacan, reprenant un langage hippique. Dans le monde hippique, on dit que le cheval gagne à la main sur le cavalier quand il galope au-delà des espérances du cavalier. Eh bien, le mot d'esprit, c'est en quelque sorte le bon cheval. Hein, le bon cheval qui va plus vite que le cavalier. Le cavalier qui est justement l'inconscient. L'inconscient langage. C'est quand la langue va un peu plus vite que le langage. Et qu'elle gagne à la main comme ça. Voilà pour dire quelques éléments qui recroisent un petit peu ce que vous venez de dire. Pas. Pas. Pas, pas, pas. Pas. Pas, pas. 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 Papa, le pas, le faux pas, le pas, pas, le pas, le mot, le mauve, le mauvais pas, papa, pas, le papa, le mauvais papa, le mauve, le pas, papa, passe, papa, passe, il passe, papa, il passe, le pas du pape, sur le pape du pas du passe, passe, passi, sur le pas, le passi, pisser sur le pape. Sur papa, sur la pipe du pape, la pipe du papa du pape, pisser en masse. Passe, passi, la basse, passi, passi, la passio, basson, le bas, le pas, passion, le basson et pas le basso, do, papa, do, passe, passion, do, ne domi, ne passi, ne dominez pas vos passions passives. Ne dominons vos passions, vos passions, vos dominodor, c'est dommage. Do, papa ne domi, papa spatio,
Vos pas, ne dominez pas vos passions, vos pas dévorants. Ne dominez pas vos rats. Pas vos rats, dévorants, ne dominez pas vos rats, vos rations, vos rats, rations. Ne dominez pas vos passions, rations. Vous ne dominez pas minez vos nations. Mais dominez, pas vos rats, vos passionnantes rations de rats, de papas spatiaux. Minez pas vos passions, vos rationnants ragoûts de rats, des veaux, dévorez-les, des veaux, des dos, dominez pas cet avant-goût de ragoût. De passigraphie, graphifi, de fifi, phéno, phénakiki, phénakisti, coco, phénakisti, cope, fifi, faux, fifi, photo, dodo, dit dominé de photo, mimé, fifi. Photomicrographier vos goûts, vos poux chorégraphiques, fifi de vos dégoûts, de vos dégâts, pas ça, passion, de gars, coco, kystico, gars, les dégâts, pas, les passion, passionné, né, il est né de la négation, passion, crachez sur vos nations. De la neige, il est né, passionné, il est né à la nage, à la rage, il est né à la nécronage, rage, il est né de la cracher de la pas, négation, passion, passionné, né, passionnem, je t'aime, jette, je t'aime, passionnem, t'aime, je t'aime, passion, j'aime, passionné, et émerger, aimer, j'aime, émerger, passi, aime, immersion, passion, passionné, et je t'aime, patio, oh, cracher sur les rations, ma grande, ma terrible passion, passionnée, terrible passion, je t'aime, je t'aime, passionné, et je t'aime, passionnément, je t'aime, passionnément, aimante, je t'aime passionnément, je t'aime passionné, né, je t'aime passionné, je t'aime passionnément, je t'aime passionnément. Bon, il le dit autrement, hein. Bien, je ne parle pas, pour ma part, depuis la terre de la psychanalyse. Je viens d'un autre bord. Donc je suis un petit peu un étrangers, hein, à l'analyse. Mais j'ai lu au demeurant le livre de M. Bousséroux, et je ne voudrais pas faire injure à l'ironiste qui, d'une certaine manière, prend le discours du maître à l'envers
Mais pour ma part, le témoignage que je peux donner de ma lecture de ce texte, moi qui viens de notre bord, c'est que je l'ai trouvé donnant des explications, c'est-à-dire avec une dimension didactique, une patience dans l'explication, alors même qu'il y a un hermétisme. Je crois qu'il a fait état de la difficulté de cet itinéraire topologique là de Lacan. Mais il y a une façon de chapitrer, d'être dans le su de la topologie à un tel point que cela permet pour quelqu'un qui vient du dehors de comprendre quelque chose de ce parcours de Lacan. Et je remercie d'avoir appris à la lecture de ce texte. Ensuite, Jean-Claude, qui est mon frère, de telle manière à ce qu'il n'y ait pas cet équivoque au moins. En ce qui concerne la question du bégaiement et donc du rapport avec Deleuze, je souhaiterais peut-être en dire quelques mots. D'abord, il y a un constat par rapport à la philosophie dans le rapport à Lacan. C'est que ce soit Foucault, que ce soit Derrida, que ce soit Deleuze, bien entendu Orbadiou, tous ont ignoré le dernier Lacan. C'est-à-dire que la question de l'inconscient réel n'apparaît absolument pas dans leur travail, de près ou de loin. Et il y a sans doute un certain nombre des querelles entre les uns et les autres qui pourraient être dénouées s'il y avait une traversée de cet anachronisme de ce travail des années 70-80 qui a pu s'effectuer dans ces parallèles. Au demeurant, en ce qui concerne Deleuze et du bégaiement, je crois qu'il y a une analogie possible. Et là, effectivement, le philosophe peut apporter, de par cette croisée, une perspective de travail par rapport à Lacan qui est sans doute intéressante et peut-être qu'il y aura d'autres occasions de l'évoquer et d'en parler. Et au demeurant, s'il y a analogie, il y a aussi des grands écarts. Le bégaiement deleuzien, c'est d'abord un bégaiement qui est branché à des agencements collectifs et politiques. C'est aussi une expression qui est prise dans des sémiotiques multiples et pas simplement celle de la langue. Par exemple, les postures animales sont une sémiotique. Et il y a des connexions des sémiotiques animales aux sémiotiques langagières qui font des devenirs, qui effectuent des devenirs et des multiplicités et qui participent à des disjonctions des agencements. Alors, ce qui est important dans ce bégaiement deleuzien, c'est qu'il est toute une pragmatique de ces sémiotiques entre des mineurs et des majeurs dans les agencements politiques qui produisent des disjonctions et l'écrivain, et ils ne sont pas tous des écrivains, ils font dériver en quelque sorte les continents de la langue. Et le bégaiement, il est dans cette dimension quasi cosmique de la production de la langue. Alors si on établit une comparaison avec l'une bévue, telle que moi qui viens d'un autre bord, je peux pour le moment la comprendre. C'est une expérience, après qu'on ait un peu épuisé le blabla,
me semble-t-il, dans l'analyse, l'inconscient interprétatif, et qui s'effectue comme qui se découvre comme une singularité, avec lesquelles on fait des hypothèses et avec lesquelles il faut savoir s'y prendre. Et donc là, il y a quelque chose qui est dans la singularité qui se passe à cet endroit-là et qui est une véritable expérience de la langue, quelque chose qui se produit, pas exactement, on peut l'entendre, dans ce que Deleuze développe par le bégaiement dans les productions littéraires. Il y a là de grands écarts. Mais au demeurant, est-ce qu'il n'y a pas de cette analogie avec l'inconscient réel, quelque chose qui touche effectivement à une pensée qui a essayé de se développer comme étant une pensée de l'immanence, à surtout ne pas confondre avec un vitalisme simple ou un naturalisme naïf, mais qui est une véritable hétérogénèse. Et donc cet inconscient réel, ce moment de la pensée lacanienne qui n'a pas été travaillé par les philosophes, est-ce que là, il n'y a pas une rencontre, c'est très deleuzien ça d'ailleurs, une rencontre qui permettrait eh bien, de pousser un certain nombre de lignes, de bégayer encore plus loin, de rater encore beaucoup mieux entre les uns et les autres. Telle serait ma question. Je vous remercie vraiment de cette intervention qui me paraît très importante dans la mesure où je reçois un point de vue de l'extérieur de ma pratique, bien sûr, mais qui touche justement au plus près aux questions qui sont les miennes, et qui sont les nôtres d'ailleurs, c'est pas simplement les miennes. Effectivement, il y a un grand écart, je pense, à ne pas méconnaître et ne pas oublier entre le bégaiement deleuzien et le bégaiement tel que l'on peut le déduire, parce que c'est pas un concept lacanien, hein, de Lacan, tel qu'on peut le déduire de la nouvelle façon de penser l'inconscient chez Lacan, qui est celle de la langue et de l'une bévue, car ces deux concepts sont quand même relativement différents. Et il faut bien prendre la mesure de la différence qu'il y a et de l'écart, justement, de pensée entre le Lacan qui avance sa thèse sur la langue dans le séminaire encore, sur la question de la jouissance et du rapport à la jouissance dans la langue, et puis le Lacan qui, quelques années plus tard, subvertit l'inconscient freudien en avançant sa thèse sur l'inconscient une bévue, qui n'est pas l'inconscient la langue. Et bien entendu, il y a des passages, il y a tout dans le livre, j'essaye justement d'éclaircir la différence, mais il faut bien voir que ce ne sont pas les mêmes concepts qui ne sont pas superposables. Là, il y a un virage, effectivement, chez Lacan, qui date de l'après-coup, des effets Joyce, de la pensée de Lacan. C'est-à-dire, il y a un moment où Lacan, avec la question du symptôme et de Joyce, en est amené lui-même à penser autrement l'inconscient. L'inconscient, on appelle l'inconscient réel, mais quand on a dit ça, on n'a rien résolu, parce que, justement, l'inconscient réel, c'est quelque chose de difficilement à saisir dans le réel de la clinique. Je reviens sur la question de la topologie qui a été évoquée. Effectivement,
ça fait longtemps que je me coltine à la topologie, à la pratique et à la réflexion sur la topologie. La topologie, comme disait Didier, en quoi il y a quelque chose qui aussi là bouge dans le paysage, hein, chez Lacan, dans la mesure où il passe d'une topologie des surfaces à une topologie des nœuds. C'est deux façons d'appréhender le réel tout à fait différentes. Et on peut dire que c'est une façon d'appréhender le réel d'un côté du fantasme, avec la topologie du cross-cut et des surfaces, et puis ensuite d'approcher le réel du symptôme. Ce sont deux façons d'appréhender deux modalités du réel par deux usages très différents de la topologie, qui sont d'un côté un usage qui est axé sur la question de la coupure, c'est-à-dire des surfaces sur lesquelles on peut faire des coupures, pratiquer des coupures, qui transforment ces surfaces. Cette transformation étant celle, justement, par laquelle Lacan rend compte de la transformation du fantasme dans une psychanalyse. Ce sont les thèses de 67 sur la passe. Et puis, une topologie qui n'est plus de la coupure, mais du nouage, de la suture, de l'épice, épissure. D'ailleurs, il ne s'agit plus d'épistémologie, mais d'épicerie. La psychanalyse, c'est une affaire d'épicerie. Avec deux S. Hein. Avec deux S. D'épicerie, oui, c'est pas trivial. Non, il faut pas le prendre comme simplement un jeu de mots. Mais bon, pour revenir à nos moutons, je dirais avec le poète que il faut s'accrocher à son déséquilibre quand on est dans l'expérience du psychanalyste ou du psychanalysant. Il faut être comme le funambule avec son petit parapluie, qui cherche à s'accrocher à son déséquilibre pour ne pas tomber, pour ne pas se casser la gueule. Ça s'éprouve, ça, dans l'expérience d'une séance, simplement, de chaque séance. Ensuite, la question du poème. Bon, je vais pas y passer des heures, là, mais j'aime bien ce que tu as dit sur le fait que c'est une question non pas scopique, mais haptique. Haptique. Comme je disais, c'est là, on l'a très bien dit, le poème, le vrai poème, c'est une poignée de main. Il n'y a pas de vrai poème sans une poignée de main, c'est-à-dire cette façon de rencontrer l'autre, de rencontrer l'autre, le corps de l'autre. C'est la question même du rapport au corps qui est en jeu dans la poésie. Donc, Rimbaud disait le poète est un voyant, soit, c'est un voyant, oui, mais je dirais avec Lacan que c'est un touchant. Et avec Celan, bien entendu. C'est un aptant, un petit aptant même. Il apte ce qui, ne, justement, est absolument intouchable. Enfin, tout ça, ça rejoint la question du bégaiement, bien sûr, parce que le bégaiement, l'effet de bégaiement, comme vous disiez, c'est vraiment la question même de ce qui fait que quand on parle, on ne sait pas ce qu'on dit. On bégaye sans le savoir. Dernier mot sur ce que je voulais dire, c'est bien sûr l'immanence que tu as soulevé avec le concept deleuzien d'immanence me paraît très juste.
Ça n'a rien à voir avec la transcendance, mais c'est une immanence dans la psychanalyse absolue, comme le dit si bien Deleuze, c'est-à-dire inconditionnée, qui touche à l'immanence même de ce qui est de l'ordre du petit a, de l'objet. Encore un dernier mot. Le poème, quand Lacan dit « je suis né poème », j'en ai parlé beaucoup dans le livre, ça fait énigme, bien sûr. Qu'est-ce qui lui a passé par la boule à Lacan de dire qu'il était né poème? Il ne le dit pas à n'importe quelle occasion. Il le dit quand il parle du psychanalyste, qu'on lui avait dit qu'il était un analyste né. Et bien, lui, ça le fait doucement rire. Il ne se considère pas comme un psychanalyste né, inné, comme d'aucuns aimeraient bien se le faire croire. Il considère qu'il s'agit de quelque chose qui n'a rien à voir avec être un poète né, mais de ce qui, de naissance, bégaye. De naissance, bégaye dans l'inconscient et fait poème, mais qui n'a rien à voir avec le sujet, qui a à voir avec la singularité de son symptôme. Il y a Joé Bousquet qui disait « Ma blessure existait avant moi ». Eh bien, c'est ça. Mon poème existait avant moi, mais je ne le savais pas. Merci beaucoup, Michel. Vous venez d'écouter à l'instant Michel Bousséroux à la librairie Ombre Blanche, samedi 14 décembre 2019, autour de la publication de son ouvrage intitulé « Tu es cela, symptômes, poèmes et identité » et publié aux éditions Nouvelles du Champ Lacanien. Michel Bousséroux est aussi l'auteur entre autres de Lacan, le Borroméen, Creuser le nœud aux éditions RS, pour lequel il a reçu le prix Oedipe Le Salon 2015. Récemment, il a fait paraître aux éditions Stylus La raison depuis Lacan.